Depuis l'aube de l'humanité, l'homme se pose une question existentielle. Qu'y a-t-il après la mort? Le paradis ou le néant? Pour les croyants, tout mouvement religieux confondu, la question ne se pose pas. Pour les athées, il en va de même. Il existe une autre catégorie, celles et ceux qui ne se contentent pas d'explications toutes prêtes et qui, poussés par leur avidité, recherchent d'autres réponses. Leur vision de l'au-delà bouscule les idées reçues et alimente la curiosité des scientifiques. Eux, on les surnomme les chasseurs de fantômes. Nous sommes dans le département du Gard, à Saint-Gervasy, un village du Languedoc-Roussillon proche de Nîmes. Sébastien Beltran se prépare avec son équipe à partir à la chasse, mais pas n'importe laquelle, la chasse aux fantômes. Durant son enfance, Sébastien fut confronté à un phénomène étrange. Un fantôme lui serait apparu au cours d'une randonnée en montagne. Depuis cet événement, il décide d'entreprendre de sérieuses recherches sur le sujet. Jusqu'à l'année dernière où j'ai décidé avec un ami de créer l'association Harpie. J'ai décidé de m'entourer d'un groupe d'amis au début, c'est tous des passionnés, avec des sceptiques, des non-sceptiques et avant tout des passionnés d'histoire, de vidéos. Nous allons les bains, une source thermale construite au XVIIe siècle. Nous sommes déjà allés là-bas, nous avons eu des résultats. C'était au début de l'association, nous n'étions pas équipés comme nous étions équipés. Et là, nous y retournons avec un bon équipement et on est rejoint par une équipe d'Alès. Pour Sébastien, l'appellation chasseur de fantômes ne correspond pas vraiment à sa démarche. Il préfère un autre terme. On ne chasse pas les fantômes, on n'est pas là pour les chasser, on est là pour enquêter. Essayer de résoudre, savoir si c'est vraiment un fait paranormal ou si c'est un fait qui vient plutôt d'une cause naturelle. On essaye de rationaliser avant de conclure que ce soit paranormal. Autant qu'il le peut avec les membres de son association, Sébastien part visiter comme ce soir des sites qu'il pense propices aux manifestations paranormales. Pour augmenter ses chances de réussite, il n'hésite pas à s'associer à d'autres structures qui elles aussi alimentent le même objectif, trouver la preuve que les fantômes existent. Nous on est EPG en fait, enquêteur paranormal du Gard, et on est là pour enquêter sur un lieu à réputation d'être hanté ou susceptible de rencontrer des phénomènes paranormaux. En fait. Notre association a 2 mois. Après, on a chacun des vécus personnels plus ou moins lointains. En fait. Moi, ça remonte à mon enfance et il y a un jour, on passe le pas en fait, de devenir enquêteur. Voilà. Que serait un chasseur de fantômes sans ses outils? Nombreux et peu encombrants, ils ont tous une fonction bien précise. Les instruments sont que des outils, n'importe qui par hasard peut choper une entité en photo. Après nous utilisons, c'est vrai que des émetteurs EMF, des détecteurs EMF qui capturent les champs électromagnétiques, ça nous donne un visuel. Et après une paire d'écouteurs aussi pour entendre directement dans l'enregistreur numérique que j'ai dans ma poche à l'avant. Voilà. Ça suffit pour capter les voix de fantômes? L'enregistreur numérique et la Spirit Box, oui. Après, pour l'instant, les essais qu'on a eus étaient concluants. Après, est-ce que c'est vraiment les voix des esprits? Je sais pas encore. Vous avez des doutes des fois? Ah, on se pose toujours des questions, on a des interrogations. Ouais. On entend des choses, après on va voir aussi sur des forums, on a toujours des rendus différents, des avis différents, il n'y a jamais personne qui est d'accord ou ce genre de choses. Et après on essaye de trouver soit une ligne commune à chacun, donc partager les expériences avec d'autres associations, et soit ouais, on se jette dans le feu et on se fait notre propre avis en fait sur les bruits, sur les sons, sur les choses qu'on va voir et rencontrer. Attention, ces appareils ne sont pas fiables à 100%, il peut y avoir des interférences électroniques avec les appareils qui tournent autour. Et après, nous utilisons aussi nos ressentis personnels, parce qu'on le ressent quand une entité arrive dans la pièce, il y a un changement de température, il y a la peau le corps le ressent, on a la chair de poule, on ne se sent pas bien. Voilà, tous ces ressentis, c'est ce qui nous amène à croire qu'il y a une entité qui arrive. À la vue des ruines de l'ancienne cure thermale qui se dessine à travers un feuillage très dense, l'atmosphère devient silencieuse et inquiétante. Nos enquêteurs sont prêts, mais pas sans appréhension. Comment on se sent? Un petit peu fébrile, un peu nerveux. Je pense qu'il y a une petite montée d'adrénaline au démarrage et c'est un peu comme passer un portail en fait. Dès qu'on a fait le pas,
On va se retrouver en immersion et ça va aller après. C'est parti. On y va pour... Cette cure thermale située entre Alès et Uzès connut dans les années 1800 une grande renommée grâce aux vertus de ses eaux. Mais la mort de son directeur Louis Perrier en 1912 et l'arrivée de la Première Guerre mondiale portent un coup fatal à la station. Le manque de moyens financiers pour la rénover entraîne sa fermeture définitive en 1947. Auparavant belle et prospère, la cure thermale est laissée aujourd'hui à l'abandon. C'est pourquoi progresser au milieu des bâtisses en ruine n'est pas sans danger. La consigne, jamais seule pour prévenir des accidents. On risque d'avoir soit un écroulement de plancher ou un écroulement de plafond ou se fait tomber dans un trou qu'on n'a pas vu. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être à plusieurs. Vu qu'on est sur des lieux qui ne sont pas privés, c'est abandonné depuis des décennies, il n'y a pas de signalétique qui nous empêche de rentrer, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de chaîne, donc on peut y aller. Et sur les squatteurs, c'est un risque qu'on prend, mais on y va souvent en pré-repérage pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces de squat. Vous ressentez quelque chose là, à ce moment? Moi j'ai ressenti quelque chose, mais à confirmer. J'ai eu un... Moi j'ai eu des gros frissons. Voilà. Je ne suis pas médium, je me qualifierais de quelqu'un de très sensible, un hypersensible. Je ressens beaucoup les choses, je sais pas, j'ai cette capacité à ressentir les ondes. Et les ondes ne vont pas tarder à se manifester. Premier problème technique, les talkie-walkies subissent des interférences. On a eu des braves interférences, je sais pas pourquoi. Il y a pas de... Tu arrives à avancer tranquillement ou pas? Petit à petit, mais c'est faisable quoi. Mais seulement faut pas d'une chochotte quoi. Il y a des roses, ça pique un peu quoi. Est-ce qu'il y a des bâtiments exploitables ou pas à ton avis? Tu vois de visu? Ça recommence. Ta batterie est pas faible? Ce phénomène pourrait s'apparenter à une banale chute d'énergie des piles, mais Sébastien et Stéphane émettent une autre hypothèse. Il faut savoir que tout le matériel est checké avant de partir, au niveau des piles, au niveau des batteries, des instruments, tout est checké. Après, nous sommes dans un endroit où la nature a repris ses droits. Il ne peut y avoir aucune interférence, ou ondes radio ou autre. Et en fait, ce bruit-là, ce dysfonctionnement est très caractéristique quand on se rapproche d'une entité ou quand on se rapproche d'un phénomène qui pourrait être dit paranormal en fait. Alors les entités, il paraîtrait, c'est une hypothèse, qu'elles transmettent de l'électricité, ces entités, c'est une masse électrique. C'est un flux d'énergie. Donc quand elles s'approchent de l'appareil, elles arrivent à le faire varier. Si l'on en croit les explications, les entités auraient donc la force de parasiter nos appareils électroniques. Et pour les capter, les enquêteurs utilisent un dispositif capable de transformer ces interférences en fréquences audibles. Cet appareil s'appelle la Spirit Box ou boîte à fantômes. Alors la Spirit Box, c'est un radio modifié qui balaye toutes les ondes de radio AM ou FM, on choisit le canal qu'on veut, en 150 millisecondes. Ça veut dire qu'elle reste sur chaque station 150 millièmes de seconde, ce qui génère un bruit blanc, et dans ce bruit blanc, l'entité peut nous répondre. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel. Bonsoir, je m'appelle Stéphane. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous qui souhaiterait communiquer? La Spirit Box n'est qu'en fait qu'une radio portable modifiée dont on a retiré le mécanisme qui sert à changer de station. Elle reste un outil essentiel pour les phénomènes de voix électronique, dit aussi PVE. Présentez-vous maintenant. Manifestez-vous. Si la Spirit Box reste un instrument banalisé, sa fiabilité est de plus en plus controversée par la communauté des enquêteurs qui la jugent fragile et beaucoup trop imprécise. Les résultats peut-être pour eux ne sont pas escomptés ou ne sont pas ceux qu'ils attendent aussi parce qu'on peut ne rien avoir ou juste avoir sur une séance qui dure un quart d'heure, on peut avoir deux phrases, c'est même pas des phrases bien souvent, c'est juste des mots et ça peut être oui. Ça peut être non. Beaucoup de paroles incompréhensibles aussi, oui. Ça peut être des bruits sourds, des grognements sourds. Il faut entraîner son oreille, il faut être attentif, il faut être concentré. Savoir et réussir à bien faire la différence, mais une fois qu'on s'est entraîné, bon, ça va. C'est un de mes outils préférés, en fait. Est-ce que vous pouvez parler avec nous? Allez-y, parlez-nous. On vous offre la possibilité de parler avec nous. De vous manifester. Ce oui que l'on entend distinctement pourrait provenir d'une radio captée par hasard. Ça ne peut pas être la radio. La radio a un bruit caractéristique en fait. Nous on l'a eu déjà l'expérience quand on est monté dans un château, nous étions en hauteur
on a mis la Spirit Box et on a chopé toutes les radios qui étaient aux alentours. Et c'est vraiment très caractéristique. Et là, ce bruit, ce oui, cette affirmation, c'était vraiment une voix à la sonorité, au souffle, c'était oui. Et donc, c'était un esprit, enfin, une entité. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je fais attention, j'écoute, je réécoute, et j'écoute, et je réécoute, et je fais écouter à d'autres personnes. On peut avoir des hallucinations auditives à plusieurs, mais séparément, c'est pas possible. Donc, quand j'écoute, je fais écouter à ma femme, à Stéphane ou à d'autres personnes qui sont là pour voir si elles entendent la même chose que moi. Vous êtes combien si vous êtes là? Combien êtes-vous? Au bout de quelques dizaines de minutes, les voix s'estompent et les questions restent sans réponse. Pour Sébastien et Stéphane, c'est le signe que les entités fatiguent. Ben, l'entité va répondre partiellement, elle va répondre à une question, voire deux, mais après elle va vite s'épuiser et après elle va arrêter de répondre. Est-ce que notre présence vous dérange ici? En résumé, pour se manifester à travers la Spirit Box, les esprits ont besoin d'énergie qu'ils puisent tout autour d'eux. Pour les enquêteurs en paranormal, ce carburant nécessaire s'appelle le vampirisme vital. Est-ce que vous souhaitez que nous partions? Ces entités-là, bien souvent et tout le temps d'ailleurs, puisent leur énergie dans nos batteries à nous, de nos appareils. C'est pour ça qu'on a aussi un stock de batteries avec nous. Et sur nous-mêmes, elles pompent toute notre énergie avec notre consentement ou sans. C'est le vampirisme vital. Le danger du vampirisme vital serait de se laisser submerger, de se laisser prendre, de se laisser vider toutes ses forces. Les conséquences dans la vie quotidienne pourraient être diverses et variées, comme vous vous sentiriez fatigué, irritable, des problèmes avec votre entourage proche comme avec vos amis, des problèmes de travail, des problèmes moraux, des idées noires, des problèmes de santé aussi peut-être? Ça peut être lié avec des problèmes de santé, oui, parce que si on n'est pas bien dans sa tête, ça peut emmener jusqu'à la dépression, ça peut aller loin. Stéphane s'impatiente et pour obtenir des résultats plus clairs, il durcit le ton et utilise un K2, un détecteur de champs électromagnétiques. Il semblerait que cela agisse. Faites bouger la lumière ici. Allez-y. J'ai remarqué qu'en étant impératif et directif, les entités sont comme piquées à vif, comme pour qui se prend, et elles répondent. Et des fois, elles ont des réponses surprenantes et elles nous bouchent, elles ont des réponses drôles, elles ont un sens de l'humour. Il y a deux écoles, alors soit on peut être dirigiste et sec avec eux en les provoquant un petit peu, soit on peut être une conversation comme avec un ami, à les amener à être en confiance avec nous. Vous avez été capable de le faire une fois. Est-ce que vous pouvez me remonter? Refaites-le s'il vous plaît. Si vous le refaites, nous partons. Bon. Je vous ai promis que nous partons, donc nous partons. Merci d'avoir Merci beaucoup. avec nous. La séance de transcommunication se termine et c'est l'heure du bilan. Et moi j'ai pas la chair de poule mais j'ai senti le... Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Désolé, c'est un petit peu... Je me remets doucement. J'ai senti de la décharge, de l'énergie, comme de l'énergie qui m'a parcouru un peu, comme si c'était à côté de moi. Et ça m'a fait des frissons de partout. Dans tout le corps, en fait, je l'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il nous réponde, parce que je savais qu'il était à côté de nous. Moi je me suis retrouvé comme si j'étais un peu malade, la tête tournoyante en fait. Du dos, ça a tout remonté. Pour ma part, moi j'ai eu un peu de mal à interpréter les mots. J'ai cru entendre mon prénom à un moment, justement quand on a posé la question sur les personnes qui dérangeaient. J'ai entendu Manu. Après, il y a eu 2-3 mots par-ci par-là, des oui, et certaines réponses directes, surtout au début quand on a commencé. S'il y a des réponses, je pense que ça nous aura peut-être des surprises. Mais c'est vrai que les réponses étaient un peu éparses et diverses par rapport aux questions qui étaient quand même précises pour nous. Mais je pense que nous avons eu des réponses. Moi j'ai entendu 4, idiot, oui. Enfin, c'est assez bref parce qu'on ne peut pas leur demander non plus de nous faire des
des phrases, vu que ça fait peut-être longtemps qu'ils n'ont plus eu d'énergie et qu'ils C'est sont... vraiment à la réécoute qu'on saura en fait ce qui a été dit ou pas. Ça sert à rien d'insister plus quand il n'y a pas de réponse. On le sait de suite. Si au bout de 5 minutes il n'y a pas de réponse, c'est pas la peine d'insister. Il y a une certaine excitation qui nous pousse à peut-être aller plus loin, à toujours demander un peu plus, à essayer d'être peut-être pas plus optimiste, mais plus exigeant en fait dans les réponses et les interactions qu'on peut demander. Et souvent ça s'avère payant. Après, comme dans ce cas-là, c'est vrai qu'on y allait un peu dans la provocation, en donnant en fait certains ordres, on va dire, aux entités. Et on a eu des réponses et plusieurs de l'équipe se sentent malades, vidés. C'est pas un contentement personnel parce que ça, on fait pas ça pour soi, on fait pas ça. C'est juste être content de voir que ça marche, quoi, en fait. Content de voir que y a une réponse qui... Ça me conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose ailleurs, quoi. Cette idée de confortation, des millions de personnes à travers le monde n'en doutent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Tous décrivent durant leur lutte aux frontières de la mort la vision d'un tunnel au bout duquel brille une intense lumière et ressentent parfois un sentiment de paix, de plénitude et d'amour. Thierry Gilaudez revient de loin. Vitrailliste et installé avec son épouse à Cardé depuis plus de 15 ans, il a accepté de témoigner de son expérience. C'est au cours d'un très grave accident de la circulation qu'il s'est retrouvé dans le tunnel, en toute conscience et sans aucune crainte. Quand j'ai vécu ça, je ne savais pas que c'était quelque chose qui existait. Je ne pouvais pas le formuler en fait. Et c'est même pour ça que je l'ai gardé très longtemps pour moi. J'ai vécu une expérience de mort imminente plutôt agréable, je pourrais dire. En tout cas, pas douloureuse. Même si elle n'est pas agréable, elle n'est pas douloureuse. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un univers dans lequel on a envie d'aller, ce fameux tunnel. Ouais, ce tunnel, je l'ai pris sans souffrance, avec même une sensation de possible béatitude. Et pourquoi je ne suis pas allé jusqu'au bout où je suis revenu, ça c'est la vraie question. À l'âge de 19 ans, Thierry est victime d'un accident de moto. Un soir, sur une départementale, alors qu'il rentre chez lui, un véhicule lui coupe la priorité et le percute violemment sur le côté. Thierry fait alors un vol plané de 20 mètres. Sous la violence du choc, il perd connaissance et atterrit dans l'herbe épaisse qui amortit miraculeusement sa chute sur le bas-côté de la route. À cet instant, Thierry tombe dans le coma. Quand on est dans le coma, curieusement, on ne souffre pas du tout. Et là, j'étais plus dans le monde réel. Hein. C'est-à-dire que j'étais vraiment parti dans quelque chose de complètement différent. Et je revois très bien, je rentre dans ce tunnel. Je ne sens plus ni mes bras ni mes jambes, et je n'en ai pas besoin. Tu ne te déplaces pas, c'est plus toi qui es le moteur. Tu es absorbé. Moi, je suis arrivé quand même assez près de l'aboutissement, puisque j'ai aperçu des formes. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 19 ans, en pleine dépression de post-adolescence, c'est-à-dire qu'on a du mal à vivre, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, et on trouve que notre environnement est brutal. Voilà. Et d'un seul coup, avec un événement comme ça, on se dit, mais cette aventure-là, c'est une aventure qui est extraordinaire. Le fait de vivre, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc on y va, du coup, avec de l'enthousiasme. Et ça, c'est très important. Pour Thierry, comme pour beaucoup d'autres ayant vécu une expérience de mort imminente, impossible de se souvenir combien de temps dure la scène, ni moins par quel chemin il quitte le couloir pour reprendre connaissance. Là, je n'ai pas d'image très précise. Est-ce que je suis ressorti par le même tunnel ou est-ce qu'il y a une coupure et que d'un seul coup, tu es remis dans le monde réel? Ça, je n'ai pas de souvenir de ça. Quand tu reviens à toi, tu es saisi par la souffrance, puisque moi j'avais une fracture ouverte, une méchante fracture, tu vois, et ça te mobilise, c'est-à-dire que tu as envie il faut que la douleur se passe, il faut que tu reviens à toi, tu reviens aux choses compliquées en fait. Hein. Parce que dans ce couloir, tout est simple. Tu ne sais pas quoi, mais tu sens que tu es pris en charge et que les choses vont se passer d'elles-mêmes. Alors que quand tu reviens à la vie ordinaire, c'est toi l'acteur, tu es pris dans des mécanismes qui sont qu'on ne maîtrise pas non plus d'ailleurs. Hein.
Mais tu sais qu'il va falloir se bagarrer, que les choses ne vont pas être simples. Et rien que ça, c'est une énorme différence, hein. Grâce à la toile, le témoignage d'expériences de mort imminente se multiplie chaque année aux quatre coins du monde. La science, de son côté, étudie de très près toutes ces déclarations. L'étude AWARE, menée en 2011 et 2014 par le docteur Sam Parnia sur 2060 patients, affirme l'hypothèse que le cerveau reste conscient plus de 3 minutes après un arrêt cardiaque. Une information qui fait grand bruit dans le milieu scientifique et qui pousserait à redéfinir la mort comme un processus qui se produit en étapes successives. Désormais, Thierry n'appréhende plus la mort. Cette expérience, aussi difficile à expliquer soit-elle, l'aura investi d'un nouvel état d'esprit, sans prétention de vouloir diffuser un message. J'ai pas la sensation de détenir une vérité. Quand on diffuse et qu'on accepte de raconter ces histoires-là, il ne faut pas avoir le sentiment qu'on détient quelque chose. Le côté positif de l'affaire, c'est que, en fait, moi, ça m'a donné de l'élan. Ça m'a donné de l'enthousiasme. Ça m'a donné envie de bien faire, d'être bienveillant. Simplement maintenant, le temps passe. Je sais que le temps qui m'est imparti s'est beaucoup réduit et j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout de ma mission. Tu vois ? Donc je ne voudrais pas que ça s'interrompe trop vite parce que je voudrais peaufiner l'affaire. J'ai besoin de travailler encore pour que ce soit, pour être le plus juste possible. Voilà. Et transmettre le relais. Voilà, moi j'ai des enfants, j'ai de la famille, j'ai des amis, tout ça. J'aimerais bien que ça serve à quelque chose, cette histoire-là. On retrouve nos enquêteurs d'Arpi. Ce soir, les détectives du paranormal se rendent chez des particuliers à Baron, au nord de la commune d'Uzès. Bonsoir. L'équipe Harpy en complet. Voilà. Enfin, il en manque quelques-uns, mais ils ne sont pas disponibles ce soir. Donc. Depuis le rachat de leur maison, les nouveaux propriétaires vivent d'étranges phénomènes. Ils se sentent épiés et n'expliquent pas les mystérieuses voix qu'ils entendent à la tombée du jour, sans compter aussi les apparitions du spectre du beau-frère de la propriétaire, suicidé par pendaison. En travaux depuis quelques semaines et craignant pour sa petite fille, la propriétaire cherche des réponses et espère bien ce soir les obtenir. D'abord réfractaire à la caméra, elle accepte finalement de parler devant l'objectif. On n'est pas seul dans cette maison. Je vois souvent mon beau-frère dans la chambre de mes parents, l'ancienne chambre de mes parents. Je sens des choses aussi dans le studio à côté. Je n'arrive pas à rentrer dans le studio. Et par contre, le sous-sol, je suis oppressée dès que j'ouvre la porte. Je m'inquiète surtout pour ma fille et qu'on puisse être en sécurité. Et réellement, qu'il n'y ait plus rien, quoi. Qu'il n'y ait plus rien suite à ça et qu'on puisse être tranquille. Quand j'ai franchi le seuil de la porte avec Sébastien, on a senti une énergie très négative. On s'est regardés tous les deux, on a su que pour toute la soirée, nous allions vivre de grosses choses et une soirée très mouvementée en perspective. On va faire le tour déjà, on va voir un peu ce qui se passe. Première étape, une rapide inspection des lieux. L'équipe d'Harpy apprend que les phénomènes de voix se manifestent dans l'une des futures chambres servant encore de lieu de stockage. En entrant dans la pièce, les enquêteurs s'aperçoivent du désordre. On mettra une caméra de surveillance ici. Attention, levez bien les pieds. À cela, il existe une explication. L'ancien propriétaire de la maison souffrait du syndrome de l'écureuil, appelé silogomanie, une tendance d'accumulation compulsive d'objets de manière illogique ou successive. Dans sa tâche, l'association Harpy sera aidée par Marie, une médium qui n'a pas hésité à contacter Sébastien afin de venir en aide à la famille qu'elle juge en danger. Et ça, c'est le fameux miroir dont je vous parlais, on a fait des photos. Au sous-sol, les travaux de déblayage n'ont pas encore débuté. Marie attire l'attention de Sébastien sur un miroir brisé dans lequel apparaîtraient des visages. Dans cette pièce, vous m'avez dit que vous avez pris des photos. Vous pourriez m'expliquer un petit peu comment vous avez procédé? Dans la pièce, on s'est présenté. On a dit qu'on venait en toute amitié pour communiquer avec eux. On leur a demandé de se présenter dans le miroir pour pouvoir nous communiquer avec nous plus facilement. Et de là, on a eu des silhouettes et des personnages qui sont apparus dans le miroir à plusieurs reprises. Ok. L'historique du village, vous pouvez me le... Alors, il y a eu un bagne qui a été construit en 1850 à côté et qui a accueilli des enfants de 7 à 18 ans. Et il y en a eu 200 qui sont décédés suite à des mauvais traitements. Ça a vite dégénéré et il y a des corps qui n'ont jamais été retrouvés, des enfants qui ont disparu, qui auraient été enterrés dans le bois qui est à l'entrée du village. D'accord.
mais c'est des centaines de corps. Ok. Bon, l'historique est assez lourd déjà du village. Voilà. En lui-même, le lieu est déjà assez lourd. Et par rapport aux infos que moi j'ai eues avec mon ressenti, c'était lié à cette histoire. Il nous épie là. Oui, J'ai la chair de poule de derrière partout le là. bateau, là. Il y en a dans le bateau aussi. Ah, je te jure, j'ai... Pour Marie, la maison serait donc hantée par l'esprit de jeunes enfants autrefois maltraités et soumis aux travaux forcés du bagne, aujourd'hui disparus de la commune de Baron. Sans sépulture, ces derniers n'auraient donc pas trouvé la paix et imploreraient de l'aide. Il commence à se faire tard. Sébastien veut rassurer la propriétaire en lui expliquant son mode de fonctionnement. On va se confronter aux entités qu'il y a dans la maison. Vous restez avec nous? Non, parce qu'en fait, Qui reste avec nous? J'ai du monde. D'accord. Vous restez avec nous? It's good. Et on va faire pièce par pièce et on va essayer de rentrer en contact avec les entités. Essayer de faire partie. On va rentrer en contact, essayer de voir pourquoi il est en colère, pourquoi il est là. Et après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que, bon, mon but, certes, c'est qu'ils partent, qu'il n'y ait plus rien. Mais c'est surtout qu'ils n'aillent pas en face non plus. Non, de toute façon, avec mes parents. Généralement, ils sont attachés à un lieu. C'est sûr. Il y a 3 cas. Soit c'est un lieu, soit c'est une personne, soit c'est un objet. Voilà. Je sais que mon beau-frère, c'est le lieu et la personne. Et c'est ma mère, en l'occurrence. Donc on va essayer de voir. Peut-être, parfois, ça nous arrive que lors d'une enquête, ils soient apaisés parce qu'ils ont passé le message. Ça les apaise. Après, ça dépend. Ça dépend de la nature de l'entité. Si elle est en colère, ce qu'elle veut. Des fois, on ne peut pas leur donner exactement ce qu'on veut. C'est difficile. Après, c'est le travail de longue haleine. Après, c'est... Il y a du boulot derrière après, encore, selon les résultats qu'on va avoir. Qu'est-ce qui se passe? On ressent leur peine. Et elle s'est mise à pleurer, moi tout à l'heure là-bas aussi. Il y en a qui pleurent. Ils vont parler ce soir, ils vont parler, c'est sûr. Ils ont compris pourquoi on venait, donc ils vont parler. Je les sens, ils ont envie de parler, ils ont envie de passer à autre chose. Quand vous êtes rentré dans cette maison pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti? La colère et le sang. La mort, la torture, la détresse. Ce qu'on a fait à ces enfants, c'est pas humain. Ça a été des années de torture et de maltraitance, beaucoup d'inceste. Il y en a qui sont morts de faim, d'épuisement. Et ces enfants leurs corps ont été jetés ici sans aucun respect. Ils n'ont aucune sépulture, ils n'ont aucun repère. Et aujourd'hui, s'ils sont en colère, c'est parce qu'ils ont envie de dire leur histoire, qu'on sache ce qu'ils ont vécu. Ayant pris connaissance de toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'enquête, l'équipe se prépare à se mettre au travail, mais passe dans une étape obligatoire, un rituel de protection. Je demande à Dieu, au Créateur, de nous bénir et de nous protéger pour cette soirée. Je demande à toutes les entités qui veulent communiquer avec nous, de venir, de s'approcher, de puiser dans notre énergie, dans le matériel qui est autour de nous, pour communiquer avec nous. Un rituel de protection, enfin, chaque enquête peut servir à se protéger d'éventuels esprits ou entités malfaisantes et malveillantes et faire comme une barrière de protection. En fait. J'ordonne à toutes les entités néfastes, mauvaises, avec de mauvaises intentions, de s'éloigner de nous, de ne pas chercher à nous nuire. Amen. 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 On est d'attaque. Alors j'ai équipé Manu d'une caméra full spectrum pour capter toutes les images dans le noir. Je vais équiper Christine aussi d'une caméra full spectrum. Je vais donner après à Stéphane une caméra blanche. On me demande de me taire, il a repéré quelque chose. Je demande à Sébastien de tout arrêter pour voir si c'était pas plutôt des bruits extérieurs à la maison, si c'était pas des gamins qui jouaient dehors, parce qu'il faut toujours essayer d'écarter toutes les autres thèses naturelles avant de dire c'est peut-être quelque chose qui n'est pas là. Et en fait non, on a bien ressenti, j'ai bien ressenti que c'était pas dehors, que c'était pas. J'avais besoin de ce temps de concentration et de faire le tri un petit peu pour être vraiment sûr de ce que je ressentais en fait. Pour moi, c'est jamais les mêmes sensations en fait. Ça peut être oppressant, ça peut être euphorisant, ça peut être... c'est divers en fait. Là, comme ça avait l'air d'être des enfants, on sentait que c'était pas méchant, mais
curieux ou des enfants qui jouent. C'est compliqué, c'est très difficile à dire en fait. C'est des mots exacts, un vocabulaire exact pour mettre là-dessus, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Stéphane? On est répulsés là. Ils savent qu'on va faire quelque chose, ils sont répulsés. Ouais, pareil. Celle-là, elle est calme. Elle est plutôt calme. Celle-là, ça court, ça tourne. C'est pas le fruit de ton imagination? Non, justement, c'est ce que j'essaie de regarder. Je suis concentré ici. Là, on a les sens qui se mettent en éveil, en fait. Donc, c'est le corps, un petit peu. On sent des pressions. Là, tout à l'heure, moi, c'était une pression au niveau du dos, un frisson qui passe derrière. Donc, on ne sait pas si c'est notre corps qui réagit pour l'instant, peut-être à une certaine appréhension, une certaine peur, et un système de défense naturel, on va dire. Mais pour l'instant, quand on change de pièce, on a différents degrés de ressenti, donc on commence à se poser quelques questions, on va dire. Là, par exemple, sur celle-là, je l'ai trouvée un peu chargée. La cave, elle, comme si elle nous repoussait. Celle-là, plutôt neutre. L'autre là-bas, c'est là où j'ai commencé à sentir quelqu'un derrière moi. Donc voilà. Le bruit venait de là. À partir de cet instant, tout s'accélère. Stéphane et Emmanuel vérifient que toutes les portes et fenêtres soient bien fermées afin d'éviter les perturbations extérieures. L'enquête débute dans la première chambre avec une séance de Spirit Box. Bonsoir. Nous sommes l'équipe Harpie. Nous sommes venus à la demande des résidents. Nous venons vous interroger, savoir ce que vous voulez. Nous venons pour vous aider, si on peut vous aider. On va essayer de communiquer. J'ai un appareil qui permet de communiquer avec vous. La séance de Spirit Box, à peine commencée, donne un résultat prometteur. Un rire d'enfant sort du transistor. Vous pouvez répéter, j'ai pas compris. Vous êtes là, les enfants? Mon ressenti à cet instant, ça a été il faut creuser. On a quelque chose, il faut continuer. Est-ce que nous pouvons pas aider peut-être ces entités d'enfants? Est-ce que c'est la solution des problèmes de cette maison? Est-ce que c'est un des problèmes de cette maison? Et je me suis dit, il faut continuer. C'est dans cette voie qu'il faut essayer de continuer. C'est un de nos fils conducteurs, si ce n'est le fil conducteur. Tous ces petits bruits, tous ces petits, même des souffles, c'est ce que nous recherchons, c'est ce qui nous aide à apporter de l'eau à notre moulin. C'est ce qui nous aide à dire oui, regardez, écoutez, vous l'écoutez en direct. Voilà, on n'a pas fait par la radio depuis tout à l'heure. Aucune station de radio on a fait depuis tout à l'heure, là c'est vraiment de la réponse. Bon, maintenant il faut parler les enfants. Qu'est-ce qui vous est arrivé ici? Avez-vous un message à faire passer? Faites passer un message, c'est le moment. Sébastien passe le relais à Stéphane car les batteries de son matériel lâchent. Là je suis en train de changer les batteries parce que elles ont été mangées en 5 minutes et sont passées de pleine à vide en 5 minutes. Ils sont gourmands. Les entités se gavent en énergie là où elles peuvent et il n'y a rien de plus facile à vider qu'une pile ou une batterie. Et ça les aide à communiquer. Pour obtenir de nouveaux résultats, la séance se poursuit dans le salon et c'est Christine qui prend le relais. Adoptant un ton plus doux, il semble qu'elle recueille des voix plus distinctes à l'oreille, mais difficiles à décoder pour le micro de la caméra. J'ai senti que je n'étais pas toute seule dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là maintenant? Oui? Qui êtes-vous? Allez-y. Je sens que vous êtes là. Combien êtes-vous? Vous êtes perdu? Vous n'êtes pas bien dans cette maison. Vous êtes perdu.
s'est passé des horreurs ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison, que cette maison est bousculée de part en part, qu'il y a un vécu qui vient de loin, de très très loin, et qu'il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Voilà, donc en fait c'est très difficile de pouvoir rentrer en contact avec une entité ou quelqu'un parce que en fait tout se bouscule. Je sens que vous êtes là, vous êtes tout à côté de moi. Je le sens que vous êtes là, allez-y, parlez. Colère ? Dernière étape, le sous-sol, mais pour une raison indéterminée, les entités répondent aux abonnés absentes. Bon, maintenant on va arrêter de jouer à cache-cache, manifestez-vous. Vous nous faites pas peur à nous. Alors allez-y, manifestez-vous, maintenant. Vous avez l'air d'être angoissée, Marie. Et oui, je suis pas très bien là. Je me sens un peu oppressée là. Enfin pas oppressée, j'arrive pas à définir. J'ai du mal à tenir debout. Ça sent de mon côté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent de mon côté. Il y a quelque chose qui s'est passé ici? Non, non, le beau-frère s'est pendu derrière cette porte, dans le jardin. Et vous le ressentez? Ça sent la charogne ici. C'est pas des bonnes ondes. Hein. L'enquête se termine, il est près de 2 h du matin, c'est aussi l'heure du bilan. On en sait un peu plus, mais malheureusement dans une impasse. Voilà. Moi j'ai la confirmation de mon ressenti que j'avais de départ, ça m'a plus éclairé, c'est plus cohérent maintenant. Et tant que les corps seront sous la maison, on ne pourra rien faire. Est-ce que c'est ce que vous avez appris ce soir? Ouais. Que tous les enfants étaient là et que sans sépulture, ils ne pourront pas avancer. Donc comment vous allez apprendre aux personnes qui veulent habiter ici que c'est peine perdue? Ça va être très compliqué. Très compliqué. Je suis même pas sûre qu'ils pourront entendre ce que j'ai à leur dire. Il y a quelque chose dessous. Dessous la maison, c'est une certitude, il y a quelque chose. Après, il faut voir faut que les propriétaires fassent une recherche, se renseignent, l'historique du terrain, voir s'il n'y a pas une fosse avec des enfants. C'est le ressenti qu'a Marie la médium et que plusieurs personnes ont ici aussi. Donc ce lieu est bien chargé. Quant au spectre du beau-frère, aucune trace ne sera relevée pouvant prouver sa présence dans la maison. Depuis l'enregistrement de cette séquence durant l'été 2015, il semblerait que les événements se soient apaisés. Une information hélas difficile à vérifier. S'il existe des lieux qu'affectionnent particulièrement les chasseurs de fantômes, ce sont bien les sites médiévaux comme les châteaux forts. Ce soir, l'association Harpie décide de mener l'enquête au château d'Allègre-les-Fumades en ayant pris soin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Une couverture qui cultive aussi leur crédibilité. Comme je l'ai vécu sur une autre enquête, on peut être interrompu par la gendarmerie parce que s'ils ne sont pas au courant, voilà, ils peuvent se poser des questions sur notre activité. On a une certaine crédibilité à défendre en tant qu'enquêteur et c'est vrai que si on veut avoir accès en fait, à de plus en plus de lieux, il faut qu'on puisse travailler en accord et en coopération avec les mairies, avec la gendarmerie, avec des propriétaires privés, tout ce qui peut nous permettre d'ouvrir les accès en fait, à des lieux supposés hantés. Ok, ça marche. Il faut vérifier? Oui. Ça marche. Bon, ça marche. Je peux le faire en disant bonsoir. Non, ça fait pas plaisir là. Oh là là, qu'est-ce qui vous est plus fantasmé, laissez-moi ça. Qu'est-ce qu'il dit, on est les hommes au cerveau terrible. C'est terrible. Bon, par contre, la broche, elle est un peu... Non, on est des reptiles au cerveau d'homme. Non, mais j'arrive là, mais elle est... Je pense que cette bonne ambiance en fait au démarrage d'enquête, c'est surtout pour le calme avant la tempête en fait. On essaye de décompresser parce qu'on sait qu'on peut se retrouver dans des situations dangereuses, difficiles, avec du stress, de l'adrénaline. Nous on est dans le monde de l'invisible, on va à la rencontre de choses qui ne sont pas palpables, qui pour nous peuvent influer sur les éléments extérieurs, nous toucher, manipuler des objets. On essaye de se décontracter avant l'enquête, garder ce côté bon enfant
pour pouvoir aussi se mobiliser plus en fait sur l'enquête derrière, puisque là on va être concentré, on va être beaucoup plus sérieux et strict dans notre manière d'être et de se comporter. Pour ce nouveau rendez-vous avec l'au-delà, nos enquêteurs seront accompagnés par 2 journalistes, Meryl, jeune réalisateur de documentaires, et Sophie, éditorialiste pour un magazine régional. En prévision de l'écriture d'un article voilà, sur les chasseurs de fantômes, les enquêteurs paranormaux. Et si la pile est lâche, j'en ai de rechange ou j'ai des batteries. Pour les sceptiques, les chasseurs de fantômes ne recueillent rien de bien tangible durant leur enquête. Ce n'est qu'un jeu, mais Emmanuel ne l'entend pas de la même oreille. C'est un jeu, oui et non. Je pense qu'il y a le côté où on aime se faire peur, voilà, qui peut être un jeu. Et il y a le côté aussi un petit peu plus sérieux où on vient avec du matériel, on vient avec un certain état d'esprit. Et là, on sort du cadre du jeu. On est dans une enquête, voilà, on est des gens, on essaye d'être sérieux dans ce qu'on fait, on crée des procédures et tout ça. Et là, pour moi, cette partie-là n'est pas du jeu. Seb, commence par l'église ou le cimetière La première enquête débute au cœur de l'église en ruine, et on ne peut pas dire que cela sera une réussite. Emmanuel sera frappé par le mauvais sort, il accumulera les problèmes techniques. On va faire un tour de fréquence pour les interférences. Pour enrayer les parasites captés par la Spirit Box, Stéphane tend une feuille d'aluminium. Ah bah, mon ampli vient de lâcher. En fait, l'aluminium que je vais rajouter autour de la radio, en fait, c'est pour faire comme une cage de Faraday. En fait, ça va bloquer les ondes de la radio, les fréquences radio. Donc on enroule ce capteur-là, en fait, dedans. Hop. Et normalement, si tout va bien, on ne devrait plus avoir de fréquences radio qui viennent parasiter. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait passer un message ce soir? Est-ce que la personne qui essaye de parler peut me dire son nom? Je m'appelle Manu. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, s'il vous plaît? Ouais. La feuille d'aluminium ne servira à rien, c'est l'échec, et Emmanuel décide d'arrêter l'expérience. C'est toujours compliqué, ouais. Ouais, je crois qu'on va arrêter la Spirit Box. Le balayage des fréquences, en fait, capte trop de fréquences parasites radio, en fait. Donc la communication est trop compliquée. Voilà, c'est pas concluant. Après, dans ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que ça commençait à se déclencher aussi à la nuit tombée. Avant, c'est très très calme. Donc voilà, on va tenter d'autres choses pour essayer de créer de la réaction dans les appareils qu'on a. En règle générale, les chasseurs de fantômes attendent une nuit bien entamée pour commencer leur activité. Mais alors, qu'en est-il des phénomènes paranormaux durant la journée? Capter des fantômes en plein jour, ça je reviens dessus. Maintenant, par expérience, il peut y avoir des phénomènes paranormaux en plein jour. Il y a les de nuit, c'est plus pour un côté pratique. On va avoir moins de parasitage par rapport au bruit ambiant de la vie de tous les jours, sensible à tout ce qui est détail autour de nous, la moindre lumière, le moindre mouvement, parce qu'on est dans le noir et tous nos sens sont en éveil. Donc on va avoir, on va dire, une capacité peut-être à s'immerger plus rapidement ou plus facilement en fait dans notre enquête. Loin de se décourager, l'équipe se délocalise vers 2 anciennes tours du château. Emmanuel accepte l'échec qui pour lui fait partie intégrante d'un apprentissage continu. J'aime beaucoup ces erreurs parce que ça permet justement de ne pas les reproduire ou de chercher en fait des moyens d'améliorer. Donc l'erreur est positive dans ces enquêtes. Là je vais demander le silence à tout le monde parce qu'on va faire une séance de PVE standard. On a un enregistreur numérique dans les mains, on pose une question, en espace de 30 secondes, on pose une autre question et après c'est à la réécoute en fait, à l'analyse des sons qu'on saura si on a des réponses ou pas à nos questions. Donc voilà. Donc il est 20h30, 20h35, séance de PVE numéro 1. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel,
on est là ce soir pour communiquer avec vous. Est-ce que quelqu'un aurait un message à nous faire passer? Il vient de se mettre en pause tout seul. Est-ce que vous pouvez le refaire encore une troisième fois, s'il vous plaît? Il n'y a pas de non, il est en mode voix, il est sensible. Tac, tac, il est ouvert. Je vérifie s'il n'y a pas de possibilité de parasitage, en fait, quelque chose, toutes les fonctions, en fait, si elles sont correctes sur l'enregistreur. Bon, c'est une petite vérification standard. Donc là, je remets en enregistrement. Est-ce que vous pouvez arrêter d'appuyer sur le bouton pause, s'il vous plaît? Il ne va pas me faire toutes les 2 secondes. Durant la PVE, Stéphane attire l'attention d'Emmanuel sur une orbe qu'il vient juste de photographier. Sur une des photos, on a une sphère en fait au niveau de ta jambe. Ces petites boules de lumière qu'on peut voir sur certaines photos, en fait, c'est ce qu'on appelle les orbes. Certains pensent que en fait, c'est la forme immatérielle d'un esprit. Donc voilà, c'est quand il n'y a pas de représentation physique avec des parties de corps ou des corps entiers. Ça serait la forme primaire de l'esprit en fait. On a fait des comparatifs avec de la poussière et tout ça, et ça ressemble pas à ces signatures-là. Et il y en a d'autres qui volent. Ok. Et tu les as que sur un point précis, c'est ça? Avant de continuer, Stéphane et Emmanuel souhaitent écarter la thèse de l'effet poussière devant l'objectif. Donc on essaye de voir si son appareil photo capte les particules de poussière et si on a les mêmes types de signatures. Non, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année nous sommes? La présence d'orbes parmi nous expliquerait peut-être le dysfonctionnement de l'enregistreur d'Emmanuel, ou pas. Que ça m'a jamais fait. Il se met à clignoter, à s'arrêter, à se mettre en pause. En fait, il se met en pause. C'était une fonction qui est en allumage à la voix. Voilà. Ok, c'est bon. Je viens de me rendre compte de la fonction. Bon, on le sait. Hop. C'est une erreur que je n'ai plus reproduit. Voilà. Cet enregistreur numérique. Je venais de le recevoir, l'envie de le tester. On a le droit à l'erreur, voilà. Et c'est des erreurs, voilà, qui nous font avancer, qui nous font mûrir aussi, nous font grandir. Et comme dans le paranormal, voilà, tout n'est pas acquis. On apprend à chaque fois dans notre manière de parler. Un jour, on va peut-être faire de la provocation. Le lendemain, on va peut-être avoir plus d'humilité en fait dans nos demandes. Et prendre plus de retrait par rapport à ça. C'est à chaque jour suffit sa peine. Donc ça c'est la poussière, ouais. La forme, voilà ce que ça donne. Et ça voilà, ce type de boule de lumière là sur la jambe aussi. C'est bon. Il y a quelqu'un qui parle dans la radio là? Tu captes un film là? Tu crois? C'est normal. Non mais coupe. La vie sexuelle. Les escargots d'Allègre. Ouais. Là ils sont en ébat et en train d'en faire profiter tous les camionneurs du coin. Donc voilà, là on est dans la tour une des tours les plus basses en fait du château d'Allègre. Et depuis une trentaine de secondes, on est en communication et par la radio et avec le détecteur de champs électromagnétiques. Donc je vous invite à me suivre et on va aller voir ça. Pourquoi vous êtes triste? Malade? Un enfant mort? Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Vous avez plus d'énergie pour le faire bouger, la lumière? Est-ce qu'une présence vous dérange ici? Qui? Dites son nom dans la radio. La stupéfaction frappe l'équipe. Elle apprend que les journalistes ont un lien étroit avec la Belgique. J'ai entendu le belge, mais je suis pas belge, mais je vis en Belgique, mais je vais bien porter le chapeau du belge. Ce soir, non, je sais pas, oui, après, est-ce que ça m'est destiné, j'en sais rien, oui, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça a été... Enfin, ou alors, il fallait que les questions repartent là-dessus pour savoir si c'était moi qui dérangeais. Je sais pas. Moi j'ai entendu les Belges après, je suis du sud de la Belgique. à décortiquer lors du rush, ouais. Mais j'ai bien entendu les Belges. Je suis née à côté de la Belgique et j'ai la double nationalité, oui. Tu crois que ce message s'adressait à toi aussi?
Non, j'en sais rien, je l'ai entendu, je l'ai écouté, mais non, pas forcément. J'ai entendu les Belges, mais comme il n'y a pas de complémentarité au message, c'était identifié, mais pas parlant. Voilà. S'ils avaient demandé aux Belges de partir, je serais partie, par exemple. Mais voilà, il y avait les Belges, donc ils ont identifié des Belges, ils avaient peut-être un problème. Et puis voilà. Est-ce que vous voulez que nous partions maintenant? Vous nous voyez? Vous voulez que nous partions? Si oui, faites bouger les lumières. Est-ce que tout le monde doit partir? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous dérange? Est-ce que c'est moi qui suis une femme? C'est moi? Je vais m'en aller alors. Il est matché, quoi. Est-ce que ça n'a pas suivi Christine? Vous en voulez à Christine? Christine ayant une certaine sensibilité liée aux esprits, je me suis posé la question de savoir si l'entité ne cherchait pas à l'éloigner pour s'attaquer à elle. Qu'est-ce que vous lui voulez à Christine? S'attaquer, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être donc physiquement, moralement, psychologiquement, des coups et des douleurs. D'ailleurs, c'est souvent dans ces moments-là qu'on prend la décision d'arrêter une enquête à ce moment-là. Est-ce que vous voulez lui faire du mal? Vous jouez avec nous, ça vous amuse? Un peu. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? On va arrêter. Merci et on laisse Christine tranquille. Merci d'avoir répondu. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc des réponses intelligentes avec le K2 donc, qui fluctuait. Apparemment ça a cherché à nous contacter personnellement. Donc déjà Christine, j'ai eu un doute, je pense qu'on a cherché à l'éloigner en fait du groupe. Oui. Donc voilà, comme on ne connaît pas les intentions en fait des entités, il vaut mieux toujours rester avec jamais une personne tout seul. Moi, j'ai senti en fait comme une pression et une nausée en fait. Moi, c'était mal de tête et nausée. Ouais, et nauséeux, donc c'est très particulier. Emballement du K2. Ouais. De réponse féminine, toute douce, toute gentille au départ, et d'un seul coup, derrière cette entité, je ne sais pas. Mais il y a eu des deux, il y a eu des entités qui semblaient vouloir du bien, communiquer et rire. Ou peut-être se moquer de nous aussi. Oui, mais rire. Et d'autres où ça semblait beaucoup plus agressif et on se méfie. Enfin, une des deux réponses, une des trois mêmes réponses claires et intelligentes, c'était de partir. Ouais. Parce que souvent j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a le point. Grâce à l'accessibilité par le grand public des caméras haute définition, les vidéos d'enquête paranormale fleurissent sur la toile. Et tous souhaitent capturer l'image irréfutable de l'existence des fantômes. Mais pour Emmanuel, les outils ne suffisent pas. Un bon enquêteur, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre du cœur dans ce qu'il fait. Voilà, peu importe s'il va se tromper, peu importe s'il va réussir, la finalité c'est pas de devenir célèbre, c'est pas de chercher à passer à l'écran bien comme il faut ou tout ça. Pour moi c'est de s'impliquer à 200% dans ce qu'on fait, de le vivre pleinement et d'amener une réflexion pour faire évoluer le paranormal. Au-delà du matériel, il semblerait qu'un détail fasse toute la différence. Accepter la critique et faire face aux injures. À tous ces gens qui nous prennent pour des gogos et des guignols, je leur dirais que c'est leur droit, c'est leur choix, que nous on a d'autres convictions et d'autres croyances et comme nous, on les laisse croire ce qu'ils veulent, laissez-nous croire aussi ce que nous voulons et faire ce qu'on a envie de faire.